Donc, 14 octobre. Et cette question qui vient de vous traverser, celle du testament. Alors, on peut se poser la question, quand on approche, quand on est sur le point d'avoir 60 ans, est-ce qu'il est encore légitime, raisonnable d'avoir des projets? Faut-il se placer de façon définitive sur le plan du testament? Qu'est-ce que j'ai à dire à ceux qui vont continuer de vivre après moi, etc., etc. Est-ce que j'ai un message d'abord? Et mon message, est-ce qu'il est compréhensible? Est-ce qu'il s'articule dans quelque chose? Est-ce qu'il finalement il s'intègre dans quelque chose? Est-ce qu'il est justement transposable? Mon testament concerne l'expérience que j'ai accumulée, les différentes choses que j'ai pu toucher, approcher, connaître, sentir. Voilà, donc il y a une série, donc comme aujourd'hui on est un citoyen de notre temps, on est traversé par énormément d'informations, énormément de questions, énormément d'interprétations, énormément de vérités, énormément de subjectivité et de prétention à l'objectivité. On est traversé par les héritages du passé mais aussi les différentes expérimentations ou différentes tendances du moment. Mais avec l'internet, on vit un moment vraiment extraordinaire, un moment assez inédit dans lequel l'accumulation se fait de façon, j'allais dire, de façon sauvage, un peu comme l'accumulation primitive du capital, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, il y a une accumulation extraordinaire de toutes sortes d'informations. Alors l'information, évidemment, la base, l'informatique, l'information. Donc c'est la base, l'information. Cette information, après, on peut dire, elle concerne tel ou tel domaine, mais il y a beaucoup d'informations. Accumulation primitive du capital, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, sauf que on peut imaginer qu'il n'y a pas de direction propre choisie. On ne choisit pas un secteur économique en particulier. On fait de l'accumulation de capitaux. Alors, je ne sais pas comment expliquer ce concept de l'accumulation primitive des richesses ou du capital. En tout cas, il y a une accumulation, on peut la qualifier de primitive, puisque pour l'instant, elle vient de façon aléatoire, inorganisée. Elle vient quand on la désire pas. Elle vient de toute origine. Elle vient à tout moment. Donc il y a trop de choses. Il faut savoir faire de l'ordre dans ces choses-là. Il faut savoir choisir ce que l'on va privilégier, ce que l'on va plutôt choisir parmi. Donc il faut apprendre, non pas trancher, mais il faut apprendre à faire. J'ai oublié le terme. Je ne m'écoute pas, donc j'ai du mal à suivre ce que je dis. Il faut des arbitrages, voilà, à défaut du terme précis, j'utilise le mot faire des arbitrages arbitraires un peu. Voilà, il faut arbitrairement décider, presque décider que cette chose ne rentre pas dans le cadre des choses qui devraient ou qui pourraient m'intéresser. Donc je fais une sélection. Mais finalement, comme j'étais habitué à être sollicité par toutes sortes de choses, donc je suis resté finalement un peu multi-intéressé ou multi-partagé, multidimensionné. Donc il faut que je me concentre sur une ou deux dimensions de l'être ou du vivant et pas tout
le vivant. Donc il faut que j'oublie un peu le côté, j'allais dire, encyclopédique, le côté général, le côté totalisant. Il faut que je fasse mon deuil de la totalité ou du désir de la totalité, de la totalisation, pour me concentrer sur des choses bien précises, bien particulières. Alors on pourrait se concentrer, on pourrait parler donc de cette histoire de rapport vraiment, on peut pas dire qu'il n'est pas intéressant. C'est un rapport qui nourrissant. Ce sont des nourritures que l'on ne peut qu'accepter. On peut pas faire comment dire, on peut pas dire que on est trop nourri, on est ceci. C'est des nourritures. Après, ça dépend. Donc il faut savoir, voilà, il y a de la nourriture, il faut savoir bien se nourrir et choisir les éléments essentiels ou les éléments, je sais pas encore, que le terme de nourriture est relativement restreignant. L'information fournie par l'espèce humaine, par le vivant, est tellement énorme, et en plus, sur énormément des plans, on n'est qu'au début. Alors si on s'intéresse par exemple au microbiote, le microbiote, donc c'est le biotique, vivant, le micro. Donc finalement, à un moment donné, le terme de microbiote n'est plus réservé à ce qui est dans l'estomac, mais il s'intéresse aussi à ce qu'on a sur nous, etc. Donc si on s'intéresse au microbiote, à ces micro-organismes qui vivent avec nous, ils sont quantité, ils sont d'une dimension que l'on ne pourra jamais estimer ou comprendre ou assimiler. C'est un monde qui sera toujours inassimilable pour la plupart d'entre nous, peut-être pour tous. Donc on pourra faire peut-être des voyages jusqu'au, je sais pas, très très loin, mais le problème, la proximité que nous avons, les êtres qui vivent avec nous, c'est réellement les extraterrestres que nous ne pourrons jamais comprendre, ni connaître, ni on pourra peut-être ni vraiment interagir avec. Nous portons-nous notre propre, j'allais dire, étrangeté. Les aliens sont avec nous. Nous sommes composés d'aliens. Alors c'est ça, de choses qui sont de parfaits étrangers, ou parfaits étrangers à nous-mêmes. C'est ça. Alors c'est pas l'autre, c'est pas l'altérité de l'autre. C'est cette altérité qui n'est pas une vraie altérité, mais qui en est une quand même. Donc c'est une altérité. Donc il y a une altérité, mais une altérité à, je vais dire, à plusieurs étages, à une infinité d'étages. Donc voilà ce qu'on a compris, c'est que le vivant est une chose extraordinaire, pour ne pas dire une chose totalement impossible c'est pas possible de comprendre ce qu'est le vivant et toutes ces interactions qu'il y a entre le vivant. De quoi est composé le vivant? Donc, évidemment, moi, petit, je me disais, c'est pas possible, Dieu, oui, puisque Noé, etc., le déluge, les couples d'animaux, tels qu'on représentait dans l'iconographie classique, etc., c'est des chameaux, c'est des animaux domestiqués par l'homme, et des animaux qui ne l'ont pas été, mais a priori, c'est les animaux qu'on peut trouver dans un zoo, n'importe lequel. Mais ce qui est micro, c'est qu'il ne se voit pas. Voilà, c'est qu'il ne se voit pas. Mais non, c'est pas ça. Mais après, tous les oiseaux, toute la diversité du vivant. Donc on peut pas dire, donc, finalement, c'est pas possible que Dieu ait pu créer toute cette diversité. Quel est l'intérêt de cette diversité? Est-ce que et là, on n'a pas de réponse, puisque, évidemment, Dieu est l'ultra-puissance par définition, donc est capable de tout. On peut dire que Dieu, il a semé la graine, et puis après, tout est venu, mais au départ, il y a bien, et ça est évident que
que l'on parle de pensée, d'insémination venue de l'espace, panspermie, ou je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, quand on parle de briques du vivant venues de l'espace, etc., on peut dire que c'est Dieu qui les a envoyés. On peut dire, à partir de là, à partir de quelques éléments essentiels, la diversité est apparue. Mais il fallait d'abord les éléments essentiels. C'est Dieu qui a fourni les éléments, qui a fourni les choses essentielles, et puis après qui a mis ça en mouvement, qui a allumé le feu, et après, évidemment, la chose a pris son élan, et voilà, est allé à la conquête, est allé découvrir, je sais pas. Donc aujourd'hui on rentre non plus dans le visible, mais dans l'infravisible, dans ce qui n'est pas visible. Et là on se rend compte qu'on est devant, on peut parler, il y a des gens qui ont travaillé sur l'extinction massive, et l'extinction massive qui a touché des micro-organismes. Déjà, on est conscient que quand on parle l'extinction massive ne concerne pas que les organismes, j'allais dire, très complexes, etc. Quoi qu'on peut considérer qu'une bactérie est un organisme complexe. Donc, il faut de la complexité pour pouvoir continuer de vivre et pour être capable de répondre à ses besoins, pour se reproduire, etc. Il faut de la complexité, ou alors la complexité ne signifie rien. Rien d'autre qu'un élément un élément un peu arbitraire pour distinguer entre ce qui serait moins important, pour distinguer ce qui est important de ce qui ne le serait pas. Donc, un être simple est un être presque qui compte pour pas grand-chose, mais un être complexe, alors là, respect. Donc, le testament. Donc là, je suis sous l'influence du café, donc je suis en montée un peu, et le testament. Alors, ça m'embête. Alors, le testament, ça m'embête qu'il n'y ait pas beaucoup de testaments. On sait, on a à notre disposition quelques testaments, on a des biographies de gens qui ont eu un parcours de vie assez conséquent, diversifié, etc., qui méritent que l'on s'intéresse à, qui donnent envie d'aller voir. Voilà, ils ont rencontré des moments historiques importants, donc il y a des biographies, voilà, mais il n'y a pas de testament. Les gens sur lesquels on fait des biographies ne font pas eux-mêmes une sorte de testament. Ils peuvent faire leur mémoire, mais le testament, ce n'est pas les mémoires. Ce n'est pas raconter son histoire. C'est de dire comment on va envisager le futur. Est-ce que l'on choisit d'amener avec soi dans le futur, ce qui mérite d'être conservé, ce qui pourrait être délaissé. Donc voilà, quelles sont les voies, les questions, les interrogations, les quêtes, les vérités, oui, pourquoi pas avec beaucoup de guillemets, mais quelles sont les choses qui méritent qu'on les passe les uns aux autres sous forme de relais. Comment être le relais de quelqu'un d'autre qu'on n'a pas connu. Donc on va être le relais parce qu'on va trouver à notre disposition son testament, et son testament, il dit évidemment ses doutes, ses erreurs, ses hésitations, sa confiance, sa trop grande confiance en lui-même, peut-être sa nonchalance, son empressement. Il dit tout cela, mais il dit aussi qu'il a eu de son côté, de par sa singularité, il a eu la possibilité de connaître un petit morceau de la vérité évidemment qui est composée, qui est je sais quoi. Donc chacun porte en soi une part de la vérité
la vérité totale ou la vérité intégrale, mais si cette parcelle de vérité n'est pas communiquée, elle se perd. Donc le testament, il sert à nous faire parvenir la part de vérité qui a été élaborée, qui a été travaillée, ciselée, vraiment la chose que si vous devez vous résumer votre vie, en quelques mots, en quelques phrases, et pourquoi pas en un livre, mais ça sera un livre qui résumera 60 ans, 70 ans, c'est jamais beaucoup, c'est jamais, mais on va être toujours dans le résumé. Là, j'ai pris une route, cette route, au départ, me tentait énormément. Elle m'apparaissait facile, accueillante, lumineuse, s'offraient devant moi les voies de la richesse, les voies de l'honneur, les voies de la gloire. Mais à la fin, voilà, donc les routes qui apparaissent peut-être les plus attirantes. Donc il faut se méfier. Mais c'est pas pour autant qu'on va choisir d'aller sur les chemins de traverse, avoir pour idée, pour fondement d'aller chercher la difficulté. Parce que c'est comme ça que l'on va pouvoir montrer de quoi l'on est capable. Donc on a une mission, je ne sais pas exactement laquelle cette mission, je vais essayer de la définir, mais évidemment provisoirement, cette mission, elle consiste à nous préserver, à préserver ce que l'on a en nous, notre patrimoine génétique, et pour avoir la possibilité de le transmettre. Après, on a pour mission évidemment, de protéger les êtres qui vivent avec nous, qui cohabitent avec nous à notre insu, mais on est composé de colocataires, mais de colocataires involontaires, volontaires, bienveillants, malveillants, toutes sortes de colocataires. Ce corps n'est en fait qu'une ruche, c'est pour ça que j'avais appelé le corps archipel, qu'une ruche immense dans laquelle finalement c'est sûrement aussi interpellant aussi que même plus évidemment qu'une ruche d'abeilles ou qu'un nid de fourmis. C'est extraordinairement complexe, extraordinairement mystérieux, extraordinairement étonnant, apprenant. Voilà, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. L'intérêt, c'est de comprendre que l'on n'est pas un individu, justement, que l'on est un individu jusqu'à un certain point, que l'on est une collectivité. Cette collectivité, évidemment, elle communique avec d'autres collectivités, il y a une interconnexion entre les collectivités, peu importe, mais cette collectivité, alors qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme mission, plutôt? Je n'en sais rien. Souvent, il faut pas... L'idée que l'on se fait de soi, trop haute idée, trop haute estime, que finalement on cherche, il faut essayer de vivre, puisque la vie est un cadeau qu'on nous fait, on va pas dire c'est une charge monstrueuse, c'est un fardeau, on peut le dire, on peut dire tout ce que l'on veut, c'est ça l'intérêt. L'intérêt c'est c'est qu'on a le choix. On peut dire, à certains moments, on dit des choses énormes, on est dans le rejet, on est dans l'affliction, on est dans et d'autres moments, on est un peu plus dans la tempérance, et on dit, voilà, la vie est la vie, tout simplement. Et puis, nous, on est assez, comment on peut dire, c'est-à-dire qu'on est encore aussi réactif.
que les choses nous touchent, certaines choses nous touchent énormément, nous ébranlent, etc. On est aussi un corps émotif et on a beau essayer de considérer la vie comme un élément presque de façon un peu objective, dire que oui, la vie et la mort c'est un peu la même chose, l'un ne va pas sans l'autre, la mort de l'un permet la vie ou l'existence d'un autre ou d'autres. On a du mal parce que on a nos repères, on a nos appartenances, on peut pas comme ça accepter de perdre quelqu'un, de ne plus pouvoir l'avoir parce que c'est naturel. Ce côté naturel, ce côté logique, ce côté attendu, nous n'arrivons pas à l'accepter. C'est vrai, au bout d'un moment, on fait avec, mais on est comme ça touché par une série d'événements qui sont naturels et évidemment, qui sont des événements totalement prévisible, qui s'intègre toujours dans quelque chose. Donc voilà, la vie, elle est faite, elle est aléatoire avant tout, elle est faite d'événements qui, même s'ils ont l'apparence d'événements totalement inattendus, totalement exceptionnels, ils trouvent leur explication, ils trouvent leur origine quelque part. C'est comme ça. J'ai du mal, j'ai assisté il y a quelques années, même quelques décennies, quand les saisons étaient bien comme il fallait, comme c'était, il y avait un orage au mois d'août, des orages énormes. Et moi j'étais dans un bâtiment et malgré tout j'ai eu peur d'être frappé par la foudre. Donc tellement, et pourtant normalement l'orage il n'y a pas de foudre. La foudre elle arrive, elle se produit, enfin elle frappe, elle tombe, je sais pas, elle foudroie, elle s'exprime avant l'orage. Ouais, c'est assez. Donc j'ai eu une peur comme ça, instinctive, atavique de l'orage, je sais pas. Mais finalement voilà, donc j'ai jamais été frappé par la foudre. Dans ma vie, ce qu'on m'a raconté, c'est que une vache qui appartenait à un grand-père a été foudroyée, donc c'est la seule expérience proche que j'ai de la foudre, mais pourtant la foudre existe, et demain ou après-demain, je peux entendre que quelqu'un que je connais a été frappé par la foudre, donc je dois m'attendre à ce que la foudre, peut-être, un jour ou l'autre, touche quelqu'un de mes connaissances. Alors je considère, il n'a pas eu de chance, je pourrais dire, il n'a pas eu de chance. Non, c'est comme on pourrait dire, un plan sur, ça fait partie des possibles. Alors, on hiérarchise les possibles, etc., etc. Donc, je reviens sur le testament, quoique ces mots-là sont toujours, s'intègrent toujours dans l'idée du testament. Donc, on n'est plus dans le projet, mais en fait, c'est pas vrai. On est dans le projet puisqu'on est, on est en train de faire quelque chose. Le projet, c'est d'être en train de faire, en train de mener, essayer de mener à bien une idée ou une envie. Donc l'envie de faire un testament, c'est un projet en lui-même. Donc je peux pas dire qu'on n'est plus dans le projet. Voilà une contradiction que j'ai résolue, donc que j'ai dépassée. C'est un projet d'un testament. Et ce qui, fondamentalement, c'est pas que tout le monde, toute l'humanité attend, chacun attend d'un autre, de tous les potentiels partants qu'il rédige un testament. Nous serions noyés sous les testaments, etc. Non, c'est ça manque de testaments. Alors on peut aujourd'hui passer par les testaments, j'allais dire visuels comme ça, mais ça doit être fait sur une période
assez longue. Ce n'est pas un testament de dernière minute, c'est un testament qu'il faut envisager sur 10 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans, donc suffisamment pour pouvoir un peu faire mûrir les idées, les mots, les formulations. Ça a besoin d'être travaillé. Les mots ont besoin d'être affinés, d'être mieux amenés. Il y a un travail sur l'énonciation, sur la verbalisation, sur la projection des sons, des choses, tout ce qui sort. Il faut prendre l'habitude d'aligner les mots et d'être clair, de pas se laisser finalement plutôt de ne pas se retrouver en rupture avec ses propres mots. Il y a bien entendu quelquefois le sentiment que l'on est étranger face à ses propres mots. On est étranger à ses propres mots. C'est un des défauts de l'énonciation solitaire, mais c'est comme ça. Donc le problème est là. Le testament donc des gens qui ont vécu une vie publique, on peut dire assez riche, et du jour au lendemain, ils disparaissent. Évidemment, le processus de décomposition va commencer. On pourra rien faire. Pour l'instant, on n'est pas capable d'aller faire une copie du cerveau, de ce qu'il y a dans le cerveau d'une personne. Qu'est-ce qu'on pourrait copier d'abord? Qu'est-ce qu'on va copier? Je sais pas, c'est pas classé par registre. On va dans un disque dur, on peut très bien dire, tiens, je copie tout ce qui est archive audio, tout ce qui est archive vidéo, tout ce qui est sous tel ou tel format. Là, dans le cerveau, beaucoup de choses peuvent être mélangées. Comment on peut faire une copie? Comment on peut envisager la transcription du contenu d'un cerveau? Un cerveau, ça obéit à de la logique, mais ça obéit à des choses qui peuvent ressembler à de l'illogique. Donc, à un moment donné, c'est le café. Est-ce qu'un ordinateur, est-ce qu'il pourra être sensible à l'effet d'une substance comme ça, d'une molécule venue du café? Et comment cette molécule va interagir avec la chimie du corps pour pouvoir produire cette capacité à verbaliser, cette capacité à projeter les mots comme l'on serait en capacité de donner des coups à un adversaire. On est sur un ring et on avance, tant qu'on a de la force, tant que le café agit, on est sur le ring. Après, quand ça s'arrête, soit on quitte l'arène du combat, soit on continue et on risque à ce moment-là d'être touché par son adversaire. Donc c'est ça le problème. Et comment fonctionne l'association, comment s'organise justement le vécu cérébral, comment d'un mot je peux faire naître, ou d'un petit sentiment, impression, je peux faire naître un refrain qui va être entonné et par des millions de gens. Comment je peux faire cela? Je traduis une sensation, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a quelque chose dans l'air. Alors je peux pas dire que c'est quelque chose de physique, ce ne sont pas des molécules. Il y a tout un ensemble d'éléments qui vont concourir à ce que je pense d'une certaine façon. Et que cette pensée, ce parfum, cette odeur de quelque chose, odeur qui n'est pas une odeur physique, mais qui est une sensation presque, on va dire, je veux dire, continuer de dire odorante, olfactive, cette sensation va me conduire à trouver quelque chose. C'est-à-dire une accroche. Évidemment, je peux commencer, mais ça ne veut pas dire que le reste va suivre, mais je peux avoir un petit quelque chose.
Donc, si je suis seul et si j'ai l'habitude d'aller vers l'enregistrement, j'enregistrerai ça. Si j'ai un petit problème, comme moi tout à l'heure, j'ai un petit problème pour lancer ma webcam, donc l'idée a été un peu cassée, l'élan a été cassé. Et si par exemple on est quelque part aujourd'hui, bon, il y a le smartphone, on peut enregistrer peut-être, mais c'est voilà. Donc le testament, revenir sur le testament. Donc des gens sont partis, ils ont laissé des choses. Quelquefois, il y a des gens qui n'ont pas écrit, donc ils n'ont fait qu'interpréter les écrits des autres. Des gens ont écrit, mais à un moment, ils se sont arrêtés d'écrire. Ils ont écrit des choses, les choses correspondent à un moment de leur vie, mais par contre, pour ce qui est du testament, ce qui est la chose écrite de tête, en pleine conscience, en pleine lucidité, et qui est adressée plutôt aux survivants. Les survivants, ceux qui, normalement, pour qui le terme n'est pas venu. Donc, dire oui, dire, il y a un espoir. Il y a un espoir, on pourrait dire, oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est évident. Il y a un espoir qu'il faut affirmer contre finalement, toutes les lucidités, soi-disant lucidité, et il faut affirmer l'espoir. L'espoir, alors ça peut être à un moment donné, l'espoir il consiste à simplement en plein grisaille, comme ça, une semaine de grisaille, un après-midi de soleil, c'est le changement, c'est le soleil. Il y a un effet bénéfique sur le moral. Il y a donc on peut vivre en attendant ce moment. Donc ce moment peut durer quelques heures. J'ai la lumière divine et cette lumière qui est à la base évidemment de toute la chaîne. Mais c'est ça, et je peux me mettre à adorer mon Dieu préféré, le Dieu de tous les dieux. Je peux adorer le soleil, j'ai pas de problème. Évidemment, je suis obligé d'accepter la grisaille parce qu'elle fait partie de l'ordre des choses. La grisaille, c'est aussi le petit moment j'allais dire, de respiration avant le retour des beaux jours. C'est nécessaire. Il faut qu'il y ait de la grisaille à un moment, à certains moments de l'année. On peut pas dire non. On peut pas évidemment vivre, j'allais dire, de soleil et d'exaltation et d'adoration du soleil. On a besoin aussi des nuages. Et donc l'espoir, c'est de trouver comment tourner autour de la chose jusqu'au moment où on peut lui voir, on peut lui trouver un angle, un bel angle, un angle réjouissant. On tourne, on peut tourner longtemps sans trouver cet angle. Mais quelquefois on a la chance, on le trouve très vite. Donc c'est comme ça, je vois cette chose, je suis très, très satisfait. Finalement j'ai travaillé, j'ai fourni un effort et j'ai été bien rétribué, donc j'ai été rétribué de mon effort. Donc affirmer que fondamentalement qu'il y a la nécessité à un moment donné être comment dire, j'ai un problème puisque j'ai pas pensé au testament, donc j'ai pas d'éléments. Je pourrais dire être plus intelligent que soi-même, être plus intelligent. Alors comme je suis assez vieux, donc j'ai plutôt tendance à me tenir sur la réserve. Donc à plutôt ne pas essayer de ne pas m'impliquer.
dans pas m'impliquer dans des combats qui pourraient me porter préjudice. Donc je suis plus dans la retenue. Donc je conseillerais la retenue. Alors la retenue, c'est comment finalement agir sans prendre de risques ou sans prendre de risques inutiles. Et bien entendu, il y a des actions qui finalement vont offrir un nouvel horizon, mais finalement l'horizon nouveau, il est comme de courte durée. C'est pas que les anciennes choses se rétablissent, mais que finalement on se retrouve devant de nouvelles contraintes. De nouvelles lois, de nouvelles constitutions, de nouvelles règles. On peut pas, toute société, toute organisation, toute société c'est déjà une organisation, mais toute collectivité tend à s'organiser, à établir des règles et à obliger ses membres à se conformer à ces règles, tout en offrant évidemment quelques libertés sur les marges, mais l'essentiel doit être respecté. Évidemment, à chaque fois ça change, mais il y a toujours un cœur, il y a toujours un sacré, alors que ce soit un sacré religieux ou un sacré laïque, peu importe, on se retrouve toujours devant des sacrés. Alors comment fondamentalement on peut retrouver une certaine utilité à soi, finalement je n'ose pas faire dans l'action, j'ai peur. Mais par contre, les mots, évidemment, je peux aller trouver mon champ d'exercice dans les mots. Par exemple, il est possible, il y a des gens qui ont écrit, tous n'ont pas évidemment connu la postérité, mais des gens ont écrit certaines choses, et ces choses-là sont finalement beaucoup plus pérennes et dures encore, alors qu'on a oublié le nom des puissants et le nom, et même des dynasties, et des dynasties ont disparu, mais par contre, certains écrits sont restés. Alors, il y a un vers que j'aime bien, خفف الوطأ ما أظن أديم خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد تعب هي الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. Bien sûr, on se contente du premier vers qui dit en substance marche plus, fais attention. Je pense que la terre, que sa terre est composée, je ne pense que la substance de cette terre est composée de corps. Adim, c'est relation à Adam, qui est évidemment comme on sait, l'argile ou la matière fondamentale, la première matière qui a servi, la matière qui a servi à la création de l'être humain, donc au façonnement de l'être humain, parce que c'est ça la petite chose, c'est Dieu a façonné un être, une forme, il lui a insufflé la vie, donc il lui a donné une âme, mais il l'a façonné, évidemment, ce qui est facile à façonner, c'est la terre glaise, c'est l'argile, donc on façonne dans l'argile, comme cela a pu se faire pendant des milliers d'années. Et puis, Adam, donc, a dit, que le corps, la substance de cette terre n'est faite que de corps, que respecte cette terre et du respect. Ta démarche doit montrer du respect pour cette terre qui n'est composée que de corps.
Voilà. Et, et après le vers qui suit, je suis étonné par la vie est étonnement. Non, la vie est pénibilité et fatigue. Et je suis étonné par celui qui en veut et celui qui la désire encore. Ta'abun hiya al-hayatu, pénible est la vie, et fama ajabu, et je suis étonné de voir, étonné par celui qui en veut encore. Bien entendu, les deux vers ne sont pas totalement liés. Le premier est intéressant parce que c'est ça une vérité. Alors cette vérité-là, on en fait quoi? On en fait quoi quand, par exemple, on marche, un paysan, un cultivateur, laboure la terre, on imagine à l'ancienne, avec des bêtes de somme, et puis il remonte un fémur. Voilà, et j'en ai déjà traité, mais je le remets en mouvement. Donc, un fémur, qu'est-ce qu'il doit dire? C'est ça le monde. Le monde est composé des restes, comme l'on peut trouver au fond des mers, finalement, beaucoup de nos montagnes sont composées des restes d'êtres vivants, qui se sont fossilisés, etc. Voilà le monde. Le monde, on peut dire qu'il recycle les morts, mais le monde est composé de corps de toutes sortes d'êtres, et nous sommes destinés, nous aussi, à suivre, à être dans cet état-là. Donc, avoir pour repère que à la fin et de toute évidence, il y a une fin. Alors, je reviens vers une sorte de choix, le choix non pas d'une carrière, mais le choix d'une voie. Qu'est-ce que je choisis plutôt de mettre en lumière? Quelle est la part de moi que je voudrais transmettre? La part de recherche, la part d'erreur, la part d'égarement. Est-ce que finalement j'ai été sauvé de mon égarement, ou est-ce que j'ai pas eu cette chance-là? J'ai pas été, comment on peut appeler ça? Je n'ai pas été, j'ai oublié un terme, mais un terme religieux, je n'ai pas bénéficié de la clémence divine, je n'ai pas bénéficié de la guidance, de la bonne guidance de Dieu, ou peu importe. Je suis resté dans le chemin de l'erreur, je suis resté dans l'erreur et dans l'approximation et dans la perte et dans la dispersion et dans l'exode et dans le nomadisme et dans la traversée du désert, évidemment. Un désert encore plus hostile que celui du Sinaï. C'est une traversée qui peut durer plus de 40 ans. C'est toute sa vie, on a été ballotté dans le désert. C'est ça le problème. Donc on n'a pas trouvé. On peut aussi avouer qu'on n'a rien trouvé, que on avait des questions, mais à ces questions il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse qui tienne, il n'y a même pas le début d'une réponse. Mais cet aveu d'impuissance, cet aveu d'absence de réponse est aussi une chose à transmettre. Je transmets, parce que je transmets finalement, c'est l'état de ma volonté. Mes efforts n'ont pas été couronnés de succès, mais ils n'en demeurent pas moins digne de respect, ne demeure pas moins louable. J'ai eu pour idée, j'ai eu pour pensée, même pour obsession,
de trouver réponse à une ou deux ou trois questions. Je suis parvenu à quelque chose, mais cette chose-là est modeste. Et j'ai un peu honte de vous la soumettre. Mais nous ne devons pas avoir honte de soumettre ce que l'on a au fond de soi. Soumets. Après, de toutes les façons, ça va être jugé. Donc soumets ce que tu as. N'aie pas peur. Ne sois pas bloqué par cette idée du jugement. D'ailleurs, tu es au-delà du jugement. On n'est pas dans le jugement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement en cet instant, il n'y a pas de jugement plus tard, il n'y a pas de jugement dernier, il n'y a rien, il n'y a pas de jugement. Le jugement, ça se fait dans l'instant. Ça se fait aussi un peu dans le temps. Dans le temps, il y a des jugements, j'allais dire des jours derniers, et non pas le jugement dernier, mais un jugement des jours derniers de la personne, de l'être, dans le sens où qu'on est face à soi et seul face à soi, et que l'on voit passer devant soi toutes ces choses que l'on a faites ou pas faites, ou simplement pensées, ou simplement imaginées, et l'on voit un peu, on est là en train d'être mis en confrontation avec son histoire. Alors on n'a pas besoin d'attendre un jugement dernier, on n'a pas besoin d'attendre le moment de la pesée, on sait ce que l'on vaut, on sait que l'on mérite l'enfer qu'on est en train de connaître, ou que l'on mérite de toutes les façons la fin de vie, c'est la fin de vie. Ça, ce n'est ni un enfer, ni un paradis. Ça rentre pas dans ces catégories-là. C'est un moment. C'est un moment pendant lequel on jouit de ce que l'on a accumulé. Alors, si on a accumulé des choses intéressantes, on va pouvoir épuiser de la force et je sais pas quoi. Si l'on a accumulé des choses dérangeantes, ben, on va y trouver que du dérangement supplémentaire et du malaise et du mécontentement en plus. Donc ça fait ce côté, parce que même le paradis et l'enfer tel que dans la mythologie classique, il est plein de gens, il est plein de monde. L'enfer, on n'a pas un enfer pour soi, c'est un enfer que l'on partage avec d'autres. Donc, si on souffre, on voit qu'un autre à côté souffre, etc. Et puis, il y a du monde, il y a du mouvement. C'est une société. Alors, il y a des gens, il y a des bourreaux, il y a de ceci, il y a de cela. Mais on imagine, je sais pas, dans le paradis, là aussi, c'est une société. C'est pas chacun dans son palais, même si chacun dans son palais, mais il a des gens à sa disposition. Donc, il a des choses, il faut bien, je sais pas s'il y a des serviteurs, s'il y a des domestiques, je sais pas comment ça se passe, hein. C'est plein de monde. Tandis que notre enfer, ou notre, je sais pas comment on l'appelait, actuel, celui de la fin de vie, le moment de la fin de vie, c'est un moment solitaire. Il y a des gens, il y a des fantômes, toutes sortes de fantômes, des fantômes très puissants, très pesants, des fantômes consistants. Il y a des fantômes légers, mais c'est beaucoup de fantômes. Alors, parmi ces fantômes, on rencontre un regard. Parmi ces choses qui sont là et qui ne s'en iront plus jamais. Un regard interrogatif. Quelqu'un qui te demande de le regarder en retour, de le regarder et d'essayer de lire un peu ce qu'il a envie de te dire. Et puis il y a des regards qu'on a laissé se perdre. Il y a des regards qu'on a choisi de négliger, choisi de ne pas rencontrer. Voilà, c'est
un regard, même très ancien, ben, ça reste vivant. Et donc, ces choses-là, donc il faut payer. Et chaque jour, on est là en train de constater, de dresser la liste, et en permanence cette liste de toutes les reproches, voilà, les reproches, les admonestations, toutes sortes de choses que l'on fait, et évidemment, et on dit on mérite ce qui nous arrive. Alors donc, fondamentalement, il y a un testament quelque part, un élément de ce testament espéré, c'est d'éviter finalement de se retrouver dans une situation telle que celle-là. Ne pas se retrouver seul face à soi-même. Comment dire, vivons avec les morts, vivons avec les vivants, mais qui sont comme des morts, et continuons d'entretenir des images qui n'ont plus de support réel, qui ne correspondent plus à rien, continuons d'entendre des mots, d'entendre des reproches. On vit entouré des reproches d'autres personnes. Continuons de subir la vanille, continuons de subir la violence des autres. Tout cela est finalement est une chose que l'on incorpore et que l'on réincorpore à l'infini. Évidemment, la chance, quelquefois, il y a des moments, j'allais dire, de grâce, et des moments de répit, il y a des moments de pause, et on ressent rien de précis. Mais tout cela, finalement, donne une envie d'une dernière bonne action, de se racheter par quelques ultimes bonnes actions. Mais on ne sait pas lesquelles, ces bonnes actions. On ne peut pas les accomplir. On a envie, quand on s'adresse à quelqu'un, on a envie de lui dire, d'aller voir, de ne considérer que ce qui est important. Mais comment désigner ce qui est important, ce qui est le noyau des choses, ce qui est finalement l'élément le plus important, duquel découlent un peu toutes les interconnexions, etc., etc. Et comment déterminer cet élément qui fait agir tous les autres? C'est très 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 compliqué. L'on se rend compte que à chaque fois qu'on pense avoir compris quelque chose, cette compréhension est largement et fondamentalement dépendante d'un certain nombre d'éléments qui sont marqués par la temporalité. C'est temporel, c'est temporaire même. Alors c'est fait que à un moment donné, on va se rendre compte que nos vérités ou nos conclusions n'étaient pas tout à fait aussi accomplies, aussi aussi intégratives qu'on a pu le penser au moment où on les a pressentis. Donc il y a toujours un côté transitoire dans l'idée que l'on se fait du monde et de soi. Donc ce côté, c'est une information, ce sont des choses en permanence réélaborées. Donc voilà, la vérité d'aujourd'hui, elle va subir une modification, voire quelquefois une métamorphose, et quelquefois on n'y retrouve plus les éléments, on ne peut plus l'identifier et la relier à la vérité qui l'a précédé. Donc il peut y avoir comme ça des ruptures. Donc pour finir, parce que le effet café est tombé, et donc pour finir, c'est que on doit démontrer,
on doit démontrer que que l'on n'hésite pas devant l'effort. Et comme il est de coutume dans la tradition musulmane de dire que le grand effort, qui est le djihad, le vrai djihad, c'est le djihad contre soi-même. Et évidemment, après l'on peut le réinterpréter ou l'interpréter dans un sens qui est totalement opposé au sens habituel, que le petit djihad, c'est le djihad défensif, c'est le djihad guerrier, et après le djihad, le grand djihad, c'est le djihad contre soi-même, c'est l'effort que l'on fait contre soi-même. Et d'où reste l'idée, la racine, jahd, donc d'où découle mujtahid, bien avant que mujahid, le mujtahid. Alors on peut être mujtahid dans l'apprentissage, on peut être aussi mujtahid dans l'interprétation, dans la science, on peut être mujtahid partout. C'est-à-dire quelqu'un qui fournit un effort, quelqu'un qui fournit un effort pour venir à bout d'un problème, à bout d'un cas, d'une espèce, un cas d'espèce. Donc c'est fait que on fournit un effort comme ça en instantané pour démontrer qu'au fond de soi il y a la reconnaissance vis-à-vis de tous les transmetteurs, ceux qui ont transmis de façon volontaire et d'autres de façon volontaire, que l'on est comme les autres, que l'on est faillible, que l'on a fait des erreurs. Évidemment, à notre échelle, ce ne sont pas des erreurs fatales, mais quelquefois, c'est pas loin, qu'on a cru à un moment donné avoir le pouvoir sur certaines choses, et qu'en fait, on se rend compte que ce pouvoir n'était qu'une illusion, et que fondamentalement, le monde est fait de mots. Le monde est fait de mots. Alors, nos mots correspondent finalement quelquefois à notre état matériel ou à notre état sentimental ou je sais pas quoi. Et quelquefois, évidemment, les mots nous accompagnent, ils accompagnent dans nos errements, ils nous accompagnent dans nos égarements, ils nous accompagnent dans notre volonté de conclure, dans notre volonté d'arriver à une conclusion, fût-elle provisoire. Et c'est la conclusion, c'est le provisoire des choses. Alors évidemment, je reviens donc au vers, le provisoire des choses, ce provisoire qui contient aussi une part d'éternel, une part de permanent, de durable. C'est pas, il y a des choses en nous qui ne disparaîtront jamais. Notre corps tel que on a l'habitude de le voir va disparaître, va se dissocier, mais ces éléments, les éléments qui le composent j'allais dire en profondeur, ne vont pas disparaître. Est-ce qu'ils vont participer à d'autres associations? Ça, on n'en sait rien. Alors, ce qui nous reste, c'est la part d'inconnu. La part d'inconnu, comme je pourrais dire, Dieu que l'on pense connaître, on ne le connaît pas. Pour dire que je fais une certaine recherche sur le concept de Dieu, sur l'idée que l'on se fait de Dieu, cette recherche me conduit justement à imaginer que Dieu, on ne le connaît pas. Et Dieu, on l'imagine, mais on ne peut pas le connaître. Il nous est impossible de connaître un créateur qui aurait été capable de créer le monde entier. C'est impossible de connaître sans créateur. On a du mal à finalement, quand on voit, quand il y a différence de classe, quand il y a, par exemple, des gens qui ont été, qui ont possédé d'autres êtres humains, est-ce qu'on peut imaginer qu'en quelques générations, ce type de relation va s'estomper et que, par exemple, la fille, l'arrière-petite-fille va se marier avec l'arrière-petit enfant de
du maître. C'est pas possible. Ça va pas s'oublier. Il y a une transmission du statut, des relations, de dépendance, etc. Tout cela est conservé par-delà les générations. Mais après, le maître parle et vit d'une certaine manière. Il vit entouré de ses serviteurs, mais ses serviteurs finalement ne vivent pas de la même façon. Ils le voient vivre, mais ils peuvent pas vivre comme lui, parce il est éduqué dans cette façon de vivre. Donc il y a une différence presque de nature entre le maître et le maîtrisé. Finalement, qu'est-ce que on peut dire? La complexité que doit être une entité telle que Dieu, et même il n'y a pas de mots pour la dire. Il n'y a pas de mots pour parler de soi en tant que corps composé ou composite, un corps multiple. Alors comment parler d'un être qui je sais pas, j'ai fait l'expérience, je suis monté d'un premier étage qui était en open space, je suis monté à l'étage des intermédiaires qui était celui des cadres, donc, et après je suis monté au dernier étage, je sais pas s'il y en avait que trois ou quatre, en tout cas le dernier étage qui était celui qui contenait les bureaux du grand directeur. Le bureau du grand directeur était grand, très grand et vide, avec un grand bureau. Ce bureau de directeur aurait pu contenir 4 ou 5 ou 6 ou 7 bureaux d'employés de bas niveau. Mais c'est le bureau directeur et ça se distingue comme ça. Donc fondamentalement, je sais pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que le grand créateur, le créateur, par définition, il a un statut tel que il ne pourrait être compris ou finalement il n'y a qu'un autre créateur du même niveau qui pourrait en parler. C'est ça le problème. Donc on quitte un peu le monde de Dieu. J'ai oublié ce que je voulais dire parce que je me suis perdu dans cette idée de Dieu. Et je reviens sur le transitoire, peut-être je vais me raccrocher à l'idée du transitoire, et que finalement, la volonté, c'est la profonde volonté. C'est d'avoir renoncé à la violence en tant que violence. Le choix, la violence, n'est parce qu'on sait ce que ça fait sur soi. Donc on peut pas accepter de violenter quiconque de façon directe ou indirecte. Donc c'est d'apprendre à renoncer, mais sans se sentir contraint de renoncer. Et là je rentre un peu je récupère comme je peux, je rentre dans les fatras hindouistes ou bouddhistes. C'est pas ça. C'est ce que je voulais dire, je l'ai oublié, je me suis perdu dans cette histoire avec Dieu, parce que des gens ont une vision simpliste de ce qu'est Dieu et ce qui est le créateur ou la créatrice, peu importe, il est obligé qu'il n'est pas du genre. Les anges n'ont pas de sexe, et Dieu non plus. Il ne peut pas être masculin ou il ne peut pas être féminin, il ne peut pas être neutre. Il est autre chose, et c'est ça, il est autre chose. Mais en attendant, occupons-nous de nous-mêmes. Alors on est quelquefois on cherche à s'émanciper des choses. Alors on cherche à s'émanciper des empreintes, des marquages, des liens affectifs, des liens corporels, des liens intellectuels, des liens
de toutes sortes que l'on a tissées, que l'on a avec, on n'arrive pas. Les images, on peut être marqué par une image et un regret, une culpabilité, même quelquefois indirecte. Il y a des choses, j'étais pas partie prenante et je me sens coupable quand même, comme une culpabilité héritée. Alors on a des culpabilités, on a des tas de choses en héritage et quelquefois on porte une croix plus, j'allais dire, plus grande, plus pesante. On n'a pas à porter la croix pour des choses que l'on n'a pas, qui ne sont pas de notre ressort. Et on n'a rien fait. On n'a pas voulu changer l'ordre des choses comme a pu le faire le Christ, ou on n'a pas prêché ni dans le désert, ni dans rien. On n'a pas cherché à renverser un ordre présent, en tout cas pas de façon, c'était des balbutiements, c'était des petites enfantillages, mais rien de sérieux. Donc on mérite pas la croix qu'on porte, on mérite pas le calvaire que l'on subit, on mérite pas ce chemin de croix, justement, que l'on ne cesse d'emprunter. On n'arrive jamais, ou alors on n'arrive jamais jusqu'au mont Golgotha, on n'arrive jamais. Peut-être qu'à un moment on va y arriver, mais on est toujours sur le chemin de Golgotha. C'est comme ça. Alors voilà, c'est les choses qui me restent de mon passage en histoire de l'art, un peu d'iconographie, un peu d'iconographie chrétienne, mais c'est ça. Alors ça fait que on doit être dans le regret. Il y a des gens, c'est ça, un peu un pouvoir, un peu comme ça, en passant, pour remplir, parce que j'ai perdu une idée, donc je remplis, même si j'ai plus tellement d'élan, et je remplis une chose que j'ai envie de dire. Il y a des gens que l'on peut regretter, qu'on n'a jamais connus. On peut les regretter, alors qu'en fait, sont de parfaits inconnus. Il y a des gens que l'on regrette, alors qu'en fait, ils ne sont pas loin d'être de vrais inconnus. Mais on les regrette quand même. On regrette aussi cette chose qui fait que l'on peut plus rien leur dire. Alors, on ne sait pas, durant le vivant des gens, on a envie de leur dire des choses et on a de la réticence. On ne sait pas. Est-ce que si je vais dire quelque chose, ça va pas être mal reçu? Est-ce qu'on va m'accorder du temps? Est-ce qu'on va me recevoir ou pas? Donc déjà on se dit, mais quand je vais dire à cette personne, si je dis à quelqu'un prends soin de toi, pour moi ce n'est pas n'importe quoi. Je peux me retrouver dans un contexte où je me trouver en train de répéter ça, prends soin de toi, prends soin de toi. Pour moi, il faut pas que ça perde de son caractère vraiment très personnel. Prends soin de toi. C'est long à dire, c'est une phrase longue, c'est pour insister. Alors prends soin de toi, c'est dans une globalité. Mais comment accompagner ce souhait par quelque chose? Il faut un geste, il faut plus. Alors on est dans une image, on se retrouve, on est dans un ordre un peu ancien, je vois un vieux, j'ai envie de lui tendre mon bras pour qu'il puisse s'appuyer dessus, mon épaule plutôt, j'ai envie d'être un peu dans une sorte de relation de vieux d'ancien à jeune, d'une relation un peu comment dire, je m'installe très facilement dans une position j'allais dire non pas de soumission, mais je lui donne de l'autorité. Je lui donne de l'autorité parce que je suis héritier de ce type de relation. Mais je sais pas. Alors je me pose des tas de questions et les questions ça prend des années, j'ai pas de réponse pendant des années. Alors pendant 2 ans, 3 ans, les questions restent ou même à un certain niveau. Je les reprends au bout d'un certain temps. J'ai pas beaucoup avancé. Et en attendant, 10 ans sont passés, 12 ans sont passés, 8 ans, 9 ans, la personne s'est transformée, elle s'est dégradée, sa santé s'est dégradée, et quand moi, j'y pense, de nouveau, j'apprends qu'elle n'est plus de ce monde, ou qu'elle n'est plus du monde du vivant.
qu'elle ne fait pas plus partie du monde des vivants, mais qu'elle est toujours dans ce monde, évidemment. Mais, alors, je suis obligé, d'une certaine façon, de fermer cette possibilité-là de clore, mais sans clore. Je peux pas clore. J'ouvre une communication qui est d'une nature totalement bizarre. Je communique avec cette personne, mais ce n'est pas de la communication. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je peux lui raconter? Et qu'est-ce que je peux lui dire? D'abord, il ne m'entend pas, il ne peut pas me répondre, je ne le connais pas assez pour faire les réponses à sa place. Qu'est-ce que je peux avoir comme... Évidemment, je peux le convoquer quand je veux. Là, je sais que j'ai un sentiment de liberté ou de libre disposition vis-à-vis de lui, mais je peux rien en faire. Il est devenu plus proche et en même temps, je sais pas comment dire, et en même temps, il est proche parce que je peux le prendre en pitié. Là, j'ai de la pitié, j'ai de l'apitoiement, j'ai vraiment du chagrin pour cette personne. Mais en même temps, voilà, je peux avoir un sentiment pour elle, un sentiment libre de toute mesure. Je peux avoir un sentiment démesuré. J'ai du chagrin parce qu'elle ne peut plus interagir avec mon sentiment. Je peux laisser libre cours à mes sentiments vis-à-vis de cette personne. Mais voilà, donc finalement, les vivants sont impossibles à atteindre et les morts aussi, parce que on ne sait pas comment parler les vivants, on ne sait pas comment parler aux autres, comment exister dans le centre d'intérêt des autres, comment, voilà, on a un problème. Alors, évidemment, ce type d'enregistrement sert à ça, c'est une forme de passerelle, c'est une forme de pont, mais ça fonctionne pas si bien que ça. Donc, ce qui me pose problème dans cette position, c'est surtout les dispositions matérielles. J'ai les oreilles fermées, bouchées par des bouchons en mousse, et j'entends pas mes mots. Je les entends pas comme je devrais les entendre. C'est atténué et ça fait... Et c'est vrai qu'il y a toujours un problème que l'on rencontre, comme on peut le rencontrer avec l'écriture. L'écriture n'est jamais aussi rapide que la pensée. Donc voilà, j'écris, j'ai quelqu'un qui tape sur un écran, peut-être. Mais quand on écrit avec les moyens traditionnels, avec de l'encre, ça va pas assez vite. Mais ce qui est de l'oralité, qu'est-ce que je voulais dire? L'oralité, il y a toujours un temps, un intervalle de temps. Ce qui fait que ce que l'on dit, il nous arrive en retard. On entend son écho un petit moment après qu'il se soit produit. Donc il y a un retour de la parole, il y a une sorte de temps suspendu entre le moment où le son est produit et au moment où il est interprété, où il est assimilé par le cerveau. Donc c'est moi qui parle en même temps. À chaque fois, ce sont des micro-coupures, des micro-ruptures, et c'est moi tout en n'étant pas moi. Et encore, quand on ajoute à ces micro-ruptures impossibles à faire disparaître, quand on ajoute un élément supplémentaire qui est celui de l'atténuation du son par des éléments en mousse, ça fait que il y a une distance, ce qui fait que quelquefois on n'est pas aussi performant qu'on pourrait l'être. Mais c'est la performance. Pourquoi la performance? Parce qu'il s'agit dans cet enregistrement, il s'agit d'une sorte de plaidoirie. Donc il faut être le plus convaincant possible. C'est pour ça
il faut être le plus performant possible, parce qu'il s'agit d'une histoire importante, à dire d'une histoire de vie ou de mort. Il faut convaincre, il faut faire comprendre l'importance de ce que l'on a envie ce que l'on a envie de signaler. Il ne s'agit pas d'un prêche, il s'agit d'un moment que l'on voudrait passer avec quelqu'un. Ce moment peut être totalement enclos, ne pas avoir de suite, mais on voudrait convaincre une personne de rester jusqu'au bout, de ne pas partir en cours de chemin, finalement de respecter l'effort fourni, mais après, évidemment, la personne est libre d'en penser ce qu'elle pourra en penser, mais faut un peu, c'est une continuité. Il faut essayer de rester présent pour suivre un peu tout le déroulement de ce type tout le déroulement de ces énonciations, de cette série de mots qui s'enchaînent, évidemment, et qui réclament un effort, un effort physique fort, et qui ne sont pas là faits pour remplir du vide, pour exister, je ne sais comment on pourrait le dire. Non, ce n'est pas du remplissage de bits, c'est un effort volontaire pour rester dans la parole, pour finalement il y a non pas un discours, mais il y a une communication que l'on voudrait établir. Seulement, ça ne se passe pas comme on pourrait le désirer. Il y a des problèmes dans la communication entre humains, et l'humain est devenu inaccessible pour moi, soit parce qu'il est absent, soit parce qu'il est mort. Donc je m'adresse, finalement, je dois faire avec tous les absents, avec toutes les absences, et voilà. Donc merci si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment, si vous avez m'avez écouté jusqu'au bout, je vous en suis très très reconnaissant. Sinon, ben voilà. Et allez-y, mettez-y vous aussi, faites votre testament. Il est toujours temps. On peut faire un journal intime, on peut faire des tas de choses très très tôt, mais on peut aussi faire un testament. Mais c'est pas un testament. Le problème c'est pas le terme. Le problème c'est d'être dans la fréquentation, j'allais dire régulière des mots, dans la confrontation avec soi et avec ce que l'on porte en soi et les choses que l'on rencontre, voilà, et que l'on connaît, que l'on a connu directement ou indirectement, voilà. Et ça, une sorte de mise à nu, c'est une sorte de, voilà, ça permet à l'autre de nous visiter vraiment de façon très, j'allais dire, très approfondie. Voilà, c'est comme si on mettait en exposition une chose totalement intérieure, totalement invisible, et qu'on la mettait un peu, qu'on la rendait accessible à autrui. Donc là, ça va au-delà de l'intimité. C'est ce qui est soi, la vérité de soi. La vérité soi dans sa globalité, dans sa diversité, voilà, un peu exprimée et exposée dans cet espace. À bientôt.